C'est la première des émissions hors série de Droit dans les yeux que nous organisons avec des animateurs du débat public, de tous bords politiques, bien connus des Ivoiriens. Le but, montrer à l'approche de l'élection présidentielle que nous sommes capables, en Côte d'Ivoire, d'organiser un débat démocratique, contradictoire et respectueux, pluraliste et serein, pour tout dire mature, pour éclairer les Ivoiriens et non envenimer l'ambiance déjà assez lourde. Ils sont passionnés par la chose publique, ils ont des convictions et les affirment, et ils ont accepté de prolonger leur débat sur cette info. Vous êtes dans Droit dans les yeux, hors série. Messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de débattre sur le plateau de cette info. Nous faisons tous le constat à la fois que la tension est montée depuis quelque temps, depuis les dernières semaines dans le pays, et que la Côte d'Ivoire mérite un débat public, politique de qualité, et nous tenterons d'apporter notre contribution. Autour de moi, je vous présente Monsieur Yacouba Diarra, alias Jacob Lyon sur la toile. Bonjour monsieur, les Ivoiriens connaissent bien votre signature et vos interventions tranchantes sur les sujets qui font débat, notamment sur Facebook. Vous êtes administrateur de la communication et membre de la communication digitale du RHDP. À ma droite, docteur Chérif Osman. Bonjour docteur. Bonjour. Médecin urgentiste. Grand animateur également du débat national en ligne et à la télévision, et vous êtes cadre du PDCI RDA. Enfin, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Jean-Bonin Quadio, ancien vice-président du FPI, juriste au sein du cabinet d'avocats Serre et Associés. Vous avez pris pas mal de recul avec la politique active pour vous positionner plutôt comme un citoyen attentif, exigeant, à équidistance des partis politiques, et vous avez fondé un mouvement de la société civile qui s'appelle FIER. FIER, c'est-à-dire Fraternité ivoirienne pour l'entente et la renaissance de la Côte d'Ivoire. Et qui a pour objectif la Côte d'Ivoire d'abord. C'est-à-dire exalter tout ce qui permet de repositionner l'image de la Côte d'Ivoire, tout ce qui permet de montrer au monde que la Côte d'Ivoire est un État sur lequel on peut compter, sur lequel on devra compter. Et vous n'hésitez pas à interpeller les uns et les autres, et souvent les pouvoirs publics, quand il y a des sujets dont vous êtes saisis par les citoyens qui vous paraissent intéressants et que vous aidez aussi un peu à débloquer. Exactement, exactement. On a trouvé ce créneau-là où on permet effectivement aux populations de nous adresser directement leurs doléances, leurs interpellations, leurs critiques au pouvoir public. Et sur cette base-là, on les interpelle publiquement. Alors certaines autorités jouent le jeu en réglant le problème, si on peut dire ainsi. D'autres préfèrent faire la sourde oreille. Mais c'est votre travail d'insister. Exactement. Je me tourne d'abord vers les deux, on va dire, plus militants de nos invités, Jacob Lyon et Dr Chérif Osman. Est-ce que vous trouvez l'un et l'autre que depuis le début de l'année, le débat politique se soit engagé sur une bonne voie, une bonne direction? Allez-y. Déjà, il faut dire que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire est un parti qui a l'habitude de mettre en avant tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est légal. Et donc, parfois, dans certains de nos discours, on peut avoir l'impression qu'il y a certains mots qui sont, j'allais dire, un peu plus durs dans certaines situations, mais il n'y a jamais eu de mots haineux de la part du PDCI RDA, il n'y a jamais eu de mots méchants, d'insultes directes de la part des autorités publiques. Au-delà de ça, quand même, il faut aussi rappeler que le débat public est fait de deux façons dans notre pays. Il y a le débat public entre les acteurs directs, c'est-à-dire les personnes qui se revendiquent étant militants politiques, mais il y a aussi un nouveau type de débat public que nous décrions aussi, c'est un débat public de la part de certaines personnes qui sont, j'allais dire, qui ne se déclarent pas comme étant militants, mais qui sont pratiquement à mi-distance entre le militantisme et le non-militantisme. Ça a toujours existé, ça. Oui, ça a toujours existé, mais ces gens de personnes, eux, par exemple, ils ont la facilité d'utiliser des propos, d'utiliser une dureté qui, malheureusement, tend à ternir l'image du débat public. Et vous, Jacob Lyon, vous pensez quoi de la tournure que prend le débat depuis le début de l'année ?
Depuis le début de l'année, on fait un constat qui n'est pas nouveau. En réalité, le débat politique, il prend toujours cette envergure lorsqu'on s'approche des élections. Nous sommes dans une année électorale, et ce n'est pas n'importe quelle élection, l'élection présidentielle. Il est tout à fait normal que ça chauffe un peu sur la toile, à la télévision, mais nous sommes quand même contents d'une chose, c'est que ce soit sous la gouvernance du président Alassane Ouattara que le débat public soit aussi ouvert. Il est ouvert parce qu'aujourd'hui on est à une ère connectée où tout le monde est capable de prendre la parole. On a les panels TikTok, on a sur les réseaux sociaux, nous par exemple, qui sommes assez actifs, qui déroulons des thèmes. C'est vrai que souvent on se dit qu'on est encarté dans un parti politique, donc on suit la droite ligne de ces partis-là. Mais souvent on se lâche, et je pense que ce qui s'est fait aujourd'hui avec notre présence même ici est la preuve que le débat il est ouvert et qu'il peut se faire, et que les acteurs politiques doivent être un peu plus responsables. Vous parlez d'un débat ouvert, mais on peut aussi parler d'une tension quand même qui est un peu palpable depuis ce premier trimestre de l'année. À quoi vous attribuez cette tension, Jean Bonnin? Comme il a dit, je crois que c'est à l'approche des élections. Chacun phobie ses armes pour défendre sa position. Donc forcément, ça va s'entrechoquer avec ceux des autres. Et puis, bon, les responsables politiques eux-mêmes, à un certain niveau, n'ont pas toujours usé du bon ton. J'en veux pour preuve, par exemple, récemment, au cours d'un point de presse ou d'une conférence de presse, je ne sais plus trop, le porte-parole du RHDP a dit: lorsque ça va commencer, on espère que les gens ne vont pas fuir la Côte d'Ivoire. Suite à ça, on a vu qu'il y a un militant, je pense, du RHDP qui a interpellé le président Afin N'Guessan dans un aéroport à Paris pour dire: quand ça va commencer, on espère que tu ne vas pas fuir. Donc il a repris mot pour mot ce que le porte-parole du RHDP a dit. Et c'est pour ça que la parole des responsables politiques à un certain niveau doit être mesurée, parce que en bas, les gens n'ont pas toujours le recul nécessaire pour faire la part des choses. Je vous demande à tous les trois, mais on sent aussi l'inquiétude des Ivoiriens monter à l'approche du scrutin. Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter, à votre avis? Raison, je ne dirais pas. Actuellement, nous sommes dans une phase quand même assez importante de la période électorale. C'est une phase où les acteurs politiques cherchent à se positionner. Déjà, je rappelle déjà que certains candidats ne sont pas encore éligibles. Donc il y a cette petite tension, ce débat qui de plus en plus devient légèrement un peu tendu. Mais je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, parce que pour nous, tant que les partis restent démocratiques, tant que les partis respectent les principes républicains, il n'y a pas à avoir peur pour la vie humaine. C'est pour ça que je rebondis sur ce que M. Jean Bonnin disait tout à l'heure. Il y a des propos qu'il ne faut pas tenir, des propos qui sont en rapport avec la fuite. Normalement, dans une démocratie, on n'a pas besoin de fuir. Quand on revendique légalement, de façon républicaine, ses droits, on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de fuir, on n'a pas besoin qu'il y ait des pertes en vie humaine. Vous êtes d'accord? Moi, je suis quelque peu d'accord avec eux, mais je pense qu'il faut souvent tenir compte du contexte. Depuis le début de l'année, on entend quand même cette opposition qui lance quelques incantations. On a l'impression qu'elle voudrait qu'il y ait une déflagration. Donc, ça se dit et ça s'entend. Et le porte-parole du RHGP, c'est à cela qu'il répondait. Il dit: mais vous parlez de oui, ça va exploser, ça va partir dans tous les sens. Et quand vous le dites, mais n'imaginez pas que vous allez fuir après. Donc c'est en cela qu'il répondait. Et moi je lui dis, il n'y a pas à avoir peur. On est dans un État quand même organisé. La force régalienne saura protéger nos élections. Et je le disais tantôt, nous les acteurs politiques, je me définis comme tel, nous devons quand même
limiter certaines sorties, ça c'est vrai. Mais ne pas aussi laisser les militants parler. Il y a quelques jours, j'ai entendu des choses se dire au siège du parti du Dr Ousmane Chérif. C'était quand même hallucinant. Et ces choses ont été plus tard republiées sur la page d'un député. C'était terrible à entendre. C'était quoi? J'entendais dire, oui, cela c'est un parti de Burkinabé, des Maliens, la vidéo est encore là. Mais c'est terrible. Et c'est le député qui republie sur sa page tranquillement. Je reprends au bon ce que dit Jacob Lyon, mais de manière générale, la résurgence des thématiques autour de la nationalité, je ne parle pas, on va venir très largement sur la double nationalité et l'affaire de M. Thiam, mais ces histoires de Burkinabé ou de il n'est pas de ceci, il n'est pas de cela, on sent quand même une résurgence des thématiques autour des thèmes ethniques, nationaux. Ça vous inquiète pas, ça? Non, mais déjà, c'est vrai qu'on va revenir sur ce sujet, mais c'est clairement lié. Vous savez, on a déjà connu ça en Côte d'Ivoire auparavant. Quand en Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, aujourd'hui président de la République, venait être candidat et qu'il y avait un problème de nationalité, ça avait créé de façon nationale une crise identitaire. Et c'est pratiquement la même chose. Ce qui est répété dans les bases n'est que le sentiment de ce qui se passe finalement à la tête du parti. Quand la partie dont il parle, la portion de discours dont il parle, il s'agissait de quelqu'un qui parlait de la nationalité du président Thiam. Donc c'est pour ça que c'est très important que nous mettons le niveau du débat public au niveau des arguments économiques, sociaux, et qu'on l'enlève vraiment définitivement au niveau identitaire. Jean Bonin-Kouadio, sur cet aspect de résurgence du débat. Je regrette que depuis une quarantaine d'années, on va dire, le débat politique ivoirien ne soit pas programmatique. Voilà. Il est vraiment en dessous de la ceinture. Il est soit communautaire, soit tribal. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord, je suis musulman. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Et comme il a dit également, au PDCI, on entend, oui, ceux qui nous gouvernent, on sait d'où ils viennent, etc. Je crois que la Côte d'Ivoire mérite mieux que tout ça. La Côte d'Ivoire mérite mieux que tout ça. Ouais. Quel rôle chacun, puisque vous êtes des intellectuels, vous êtes marqué politiquement, vous l'avez été, vous ne l'êtes plus, mais enfin, vous avez un niveau de compréhension des enjeux, un niveau de compréhension du débat public. Quel rôle, vous, en tant qu'acteur de ce débat public, vous vous assignez pour justement essayer de cadrer un peu les choses et que ça parte sur des arguments d'intelligence et pas des arguments qui peuvent mal tourner, quoi. Moi, je pense que chacun doit être honnête. Chacun doit être honnête face à ses militants et leur tenir le langage et vérité. Aujourd'hui, le débat tel qu'il est posé, il est mauvais. Il est mauvais, il faut le reconnaître. Et c'est parce qu'il est entretenu. Aujourd'hui, le président du PDCI, autour duquel tourne ce débat-là, il n'a pas de problème de nationalité, il a un problème d'éligibilité. Il faut dire les choses telles quelles. Alors vous me tendez la perche parce qu'on va rentrer dans le vif de ce sujet brûlant. On commence par donc ce grand sujet de débat des derniers jours, le coup de tonnerre dans le paysage de la vie politique ivoirienne, qui est la radiation par la justice du président du PDCI RDA, M. Tidiane Thiam, de la liste électorale. Donc à ce jour, il ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Jean Bonin-Kouadio, vous connaissez bien M. Thiam. Vous avez eu des liens avec lui, vous le connaissez bien, vous l'appréciez, mais en tant que juriste, vous dites que le raisonnement du juge qui a pris cette décision, le juge de première instance, est juridiquement juste. Est-ce que vous pouvez expliquer ce raisonnement que vous qualifiez de bon raisonnement juridique? Oui, c'est-à-dire que d'un point de vue juridique, on prouve une nationalité, notamment avec un certificat de nationalité. J'ai lu les 41 pages de l'ordonnance rendue par la présidente de la juge. En résumé, ce qu'elle dit, c'est que les avocats du PDCI n'ont pas donné d'éléments qui permettent de fonder sa conviction sur le fait que M. Thiam donc, serait ivoirien. En tout et pour tout, ils ont
ils ont fait valoir une copie d'acte de naissance, une copie intégrale d'acte de naissance. Bon, moi, en tant que juriste, je sais que une copie d'acte de naissance ne transfère pas la citoyenneté d'un pays. Il a également fait valoir la page d'un registre européen d'état civil, je pense. Mais là encore, c'est pareil. Un registre, ça reste un registre. D'ailleurs, il y a un Ivoirien qui s'appelle Jack Traboulsi, qui était un ancien musicien, et qui a, relativement à cela, dit que lui, sa mère est ivoirienne, son père est libanais, mais son extrait d'acte de naissance, effectivement, il a récupéré dans le registre des Européens, qu'il a publié d'ailleurs sur sa page également. Et donc, pour dire que c'est pas une preuve. Voilà, donc, pas une preuve. En clair, et donc, pourquoi il est radié de la liste alors? Pourquoi il est radié de la liste? Oui. Ben, c'est ce que la juge a dit. D'abord, ce n'est pas un procès sur la nationalité. C'est pas un procès sur la nationalité. On parle de la nationalité comme un moyen incident. Mais il faut bien qu'on comprenne. C'est que ça signifie que l'article 48 s'applique pour la juge. Oui. C'est l'article 48 de la loi sur la nationalité. Que donc, il a perdu sa nationalité ivoirienne automatiquement du fait qu'il a acquis, qu'il a demandé une naturalisation étrangère, c'est bien ça le raisonnement. C'est ça. Et que par conséquent, il n'avait pas les qualités et les titres pour être à la tête, pour prendre les décisions qu'il a prises. Pour être sur la liste électorale. Pour être sur oui, quand il s'est inscrit sur la liste électorale, c'est ça. Oui. Oui, je veux dire, on est d'accord que c'est ça le schéma. Au niveau de l'argumentaire juridique, l'article 48 alinéa 1 dit l'Ivoirien majeur qui acquiert une nationalité étrangère perd sa nationalité d'origine. Et c'est conforté par l'article 50 alinéa 1 qui dit que cette perte-là est actée dès l'instant où vous prenez la nationalité étrangère. Donc en conséquence, vu le décret de naturalisation qui a été fourni par les plaignants et qui montre que M. Thiam a été naturalisé en 1987, donc en application de cet article 48, il a perdu sa nationalité ivoirienne. Et il ne pouvait pas s'inscrire sur les listes électorales. Exactement. Donc ça, c'est le raisonnement que vous contestez, que les avocats de M. Thiam contestent. J'imagine qu'il va y avoir un appel. Normalement, la décision a été décidée sans recours. Elle est sans recours. Elle est sans recours normalement, mais bon, il y a certaines clauses qui la rendent pratiquement, j'allais dire, nulle et de nul effet, parce que nos avocats ont constaté qu'il n'y a pas eu de déclaration au ministère public comme le demande l'article 106 du Code de procédure civile et pénale. Et donc normalement, quand il n'y a pas, cette décision n'ayant pas été communiquée au ministère public, elle devrait normalement être frappée de nullité. Oui, mais qui va le décider s'il n'y a pas d'appel? Donc, pour le moment, nos avocats sont dans la procédure. Mais déjà, pour revenir un peu sur les... Donc, sur l'argument, pourquoi vous contestez cette argumentation? Trois choses importantes à signaler. La première des choses, c'est que c'est une décision qui n'a jamais été prise en Côte d'Ivoire en dehors du cas de M. Thiam. Ça n'a jamais été pris en Côte d'Ivoire. La décision sur le juge du contentieux est chargé de juger sur l'évidence. Lorsque il y a une plainte au niveau de la CEI pour demande de radiation d'un individu, parce qu'il ne se serait pas inscrit de façon conforme aux articles de la CEI, lorsqu'on porte plainte vers le juge du contentieux n'a pas compétence à statuer sur une nationalité. Sa compétence est de statuer sur les papiers qui ont été c'est-à-dire les papiers que le requérant a fournis pour s'inscrire sur la liste électorale. L'article 83 dit que la seule personne qui a compétence en Côte d'Ivoire à statuer sur une nationalité, ça doit être initié par le procureur. La procédure doit être initiée par le procureur. Donc c'est le procureur seul qui est le juge. Donc il y aurait un vice de procédure. Donc d'abord nous avons posé le problème du vice de cette procédure qui n'avait pas été clairement faite. Parce que elle dit que ce n'est pas un procès sur la nationalité, mais elle se prononce sur la nationalité. C'est-à-dire qu'elle frappe de nullité toutes les actions faites par M. Thiam de 87 à 2025 comme Ivoirien. S'il a posé une action qui était dévolue uniquement à un Ivoirien, cette action est nulle, est de nul effet. Elle n'a pas compétence à statuer sur ça de cette façon-là. Parce que dans cette posture dans laquelle elle était dans la posture de juge du contentieux. Alors pardon, je vous arrête une seconde pour demander à Jean Bonin un petit point juridique. Premièrement, qui va pouvoir dire que c'est pas bon si on ne peut pas faire d'appel?
Et deuxièmement, est-ce que ce vice de procédure, est-ce que le procureur devait se prononcer et ne s'est pas prononcé? Ok, d'abord, il a parlé de l'article 83. Il y a deux mots qui sont fondamentaux dans cet article. Le procureur de la République est compétent lorsqu'il est saisi de façon principale et directe. C'est important. Or, en l'espèce, celui qui est saisi, c'est la commission électorale. Donc, il se retrouve devant le juge dans le cas d'un recours. Donc, le juge ici n'a pas été saisi de façon principale et directe. Donc, il ne s'agit pas, comme je l'ai dit, d'un contentieux sur la nationalité. Ça aurait été un contentieux sur la nationalité. Donc, vous pensez qu'il n'y a pas de vice de procédure? Pour moi, en tant que juriste, maintenant, vous savez le droit. Et maintenant, qui va dire que l'argumentation et l'argumentation de M. Jacob, pardon, de M. Chérif, du docteur Chérif Ousmane est juste, s'il n'y a pas d'appel, qui va pouvoir se prononcer là-dessus? Ben, en principe, personne. C'est un peu comme les décisions du Conseil constitutionnel. Et donc, vous comptez sur quoi? Les décisions pour du Conseil faire valoir constitutionnel ce que vous dites. Disent les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Elles s'imposent aux autorités civiles, administratives, militaires, bref, elles s'imposent à tous. Alors sur qui donc, comptez-vous pour qu'il y ait faire vice de valoir forme ou pas dans la décision du Conseil constitutionnel, elle est insusceptible de recours. Mais déjà, pour répondre sur ce qu'il a dit, il y a déjà eu des antécédents du même type. M. Assalé Timoko, député de Tia-Salé, avait porté plainte à la CEI pour radiation de certains individus sur la liste de Tia-Salé. N'ayant pas été radié, il a porté plainte chez un juge du contentieux. Oui, le juge du contentieux, la procédure normale. Oui, le juge du contentieux lui a répondu « Je n'ai pas habilité à statuer sur la nationalité de ces individus. Il faudra passer par la procédure de l'article 83, passer par le procureur. » Donc ça, c'est déjà des antécédents qui sont connus. Donc si jamais ce que notre juriste sur le plateau dit était totalement juste, mais toutes les procédures précédentes auraient été faites pareil. Cette procédure-là, elle est pratiquement exceptionnelle en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous disons qu'elle a été manipulée. Maintenant, pour répondre à votre question. On va y revenir tout à l'heure sur cet aspect-là, mais redites-moi, répondez à cette question, sur quoi comptez-vous s'il n'y a pas de... c'est pas susceptible de recours? Oui, notre avocat l'a dit lors de la conférence de presse, quand on dit c'est pas susceptible de recours, c'est pour ceux qui ne sont pas habitués en droit. Sinon, il y a toujours des recours en droit. Déjà, il y a des juridictions qui sont au-dessus de la Côte d'Ivoire qui peuvent se prononcer sur ce cas, mais au-delà de ça, le Conseil d'État peut aussi être saisi pour pouvoir casser cette décision-là. Parce que la décision, c'est une décision qui a une implication immense. Quand quelqu'un est choisi par des millions d'Ivoiriens pour leur représenter à une élection présidentielle, l'enlever comme ça et puis que ça passe par perte et profit, c'est vraiment quelque chose d'inique et d'incompréhensible. Monsieur Jacobli, on subodore quel est votre point de vue sur la question, mais je préférais vous poser une autre question pour vous demander, mais est-ce que vous avez l'impression que monsieur Thiam s'est mis lui-même dans cette mauvaise posture? Absolument, le président du PDCI s'est mis dans la situation, mais ce que je constate, surtout avec les gens du PDCI, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent faire lire le droit avec leurs émotions. Et ici, ce n'est pas le président du PDCI, ni le président du RGP, ni le RGP lui-même qui applique le droit. Je lui disais tout à l'heure à quelqu'un, cet article date de 1961. Venez nous dire que cet article n'a jamais été appliqué, c'est vraiment une injure faite au code de la nationalité lui-même. Parce que ce n'est pas parce que on n'a pas attrapé Chérif en train de voler que moi, si on m'attrape, on ne va pas me juger. Ce qu'il est en train de me dire. Et puis, le juge constitutionnel se serait prononcé après coup. Si on ne l'avait pas eu aujourd'hui, le juge constitutionnel se serait prononcé pratiquement sur les mêmes choses et M. Thiam aurait été déclaré inéligible. Jean Bonin, vous mettez ça sur le compte d'une négligence, d'une erreur d'appréciation. Ça paraît bizarre à ce niveau de responsabilité. Je ne peux pas donner... Je sais pas. Je sais pas quoi dire. C'est le PDCI qui peut dire si ça a eu une négligence ou pas. Encore que je terminais sur ça tout à l'heure. L'article 48 pour nous ne s'applique pas. Il faut bien le comprendre. Le PDCI l'a répété plusieurs fois. L'article 48 ne s'applique pas à M. Thiam. Nous l'avons répété plusieurs fois. Parce que M. Thiam a son père qui était français.
Nous l'avons dit qu'au moment où M. Thiam naissait, son père n'avait pas une autre nationalité que la citoyenneté française. Ça a été démontré en long et en large par nos différents avocats avec... mais vous n'avez pas donné Non, mais déjà, la juge, les pièces qui ont été fournies, la juge dit que l'état civil français n'est pas lisible. Mais lorsque quelque chose n'est pas lisible, vous demandez à celui qui l'a fourni de vous fournir une pièce qui est plus lisible. Vous ne balayez pas ça du revers de la main en disant que la pièce n'existe pas. La même pièce existe à Nantes, en France, qui stipule que M. Amadou Thiam est de citoyenneté française. Mais il suffit de la demander, hein. Nantes, oui, justement, c'est pour ça que nous disons que l'enquête a été rapidement clôturée. Et la décision a été prise de façon hâtive, justement parce que le contentieux devait, la liste électorale, on devait rapidement l'enlever de la liste électorale. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a une forte suspicion que ça, ce n'est pas une décision juridique, mais c'est une décision politique. Vous disiez juste avant la coupure qu'il y a une forte suspicion de quoi ? Nous disons que cette décision étant une décision qui n'a jamais été prise en Côte d'Ivoire, un juge du contentieux n'a jamais enlevé la nationalité de quelqu'un sur une période aussi étonnante. Donc nous pensons qu'il y a forcément des mains obscures qui sont derrière cette décision. Non mais, des mains obscures, attendez, je vais vous d'abord donner la parole à Jacob Lyon parce que... il faut qu'on essaie d'arrêter avec ces notions qu'on veut créer, ces notions d'éligibilité par analogie, éligibilité, parce que je ne parle même pas de nationalité, on veut nous faire parler de la nationalité, mais éligibilité par analogie, éligibilité par, comment on dit, groupe, puisqu'il me dit que ah oui, il y a du monde derrière le président du PDCI, mais ça n'a pas de sens. Le président du PDCI, le père du président du PDCI n'était pas français, puisque vous êtes incapable de produire une pièce pour prouver qu'il était français. Nous sommes quand même en 1962, nous sommes après les indépendances, où tous les habitants des colonies perdent pratiquement leur nationalité, leur nationalité française, lorsqu'on acquiert nos indépendances. Ceux qui ont conservé leur nationalité sont ceux-là qui l'ont demandé. C'est ce qui est dit, c'est ce que la loi dit. Mais il n'y a aucune pièce. Et le juge statue sur pièce. Vous ne présentez aucune pièce. On nous a même fait sortir l'extrait d'acte de naissance de la grande sœur au président du PDCI. Elle est née en 1959. Nous sommes en 1962, après les élections, après les indépendances. Dites la vérité à vos militants. Vous vous êtes gourés et il faudra l'accepter. Mais une chose, semble-t-il, n'est pas contestée, même au PDCI, c'est la naturalisation. C'est-à-dire que M. Thiam a été naturalisé en 1987. Alors moi, je voudrais vous demander comment quelqu'un qui est déjà français peut demander sa naturalisation française. Non, mais nous avions déjà encore expliqué cet état de fait-là. Parfois, quand vous avez droit déjà à une nationalité depuis votre naissance, vous n'en faites pas forcément la demande. Le grand frère du président Thiam, Augustin Thiam, qui est ministre-gouverneur de Yamoussoukro, l'a dit dans une vidéo qu'il a le droit... On ne parle pas de la même chose ? Non, j'arrive sur la naturalisation. J'explique d'abord que depuis la naissance, il a droit à cette nationalité. Maintenant, en 1987, ces conseillers juridiques, vu que c'était une opportunité qui avait été proposée par l'État français à cause de son talent, et donc il a préféré plus facilement passer par une naturalisation que de rechercher les papiers de son père pour une... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, quoi? Non, mais est-ce que ça... La question c'est, est-ce que ça enlève le droit qu'il a depuis le droit du sang qu'il a depuis la naissance? Ce qu'il dit est totalement faux. Le fait de dire que après l'indépendance tout le monde avait pris une nationalité, c'est faux, parce que le père de non, je ne crois pas. Non, laissez-moi juste argumenter que il y a un décret qui existe. Les pays qui ont pris leur indépendance, les nationaux qui étaient sur ce pays sont devenus des citoyens de ces pays indépendants. Vous ne pouvez pas dire le contraire quand même. Il y a un décret qui est signé de naturalisation du père de monsieur Thiam, Amadou Thiam, qui date de novembre 62. Donc il est devenu ivoirien en novembre 62. La question c'est quelle est la nationalité qu'il possédait avant novembre 62 ? Puisque
ici en Côte d'Ivoire, il y avait la citoyenneté indigène et la citoyenneté française. Et il était déclaré comme étant citoyen. Tous les papiers qu'il a utilisés de 60 à 62 sont marqués dessus citoyen français. Même, ça, le président Thiam l'a dit hier lors d'une petite rencontre sur TikTok, il a dit que même lorsqu'il faisait sa naturalisation, c'était marqué nationalité du père, il a écrit ivoiro-français. Et c'était marqué, c'était déjà écrit. Jean Bonin, un commentaire sur ça? Je n'ai pas de commentaire particulier dessus. Hein. J'écoute les passes d'âme entre les différents partis politiques. Ce que je sais, c'est qu'avant l'indépendance de nos pays, on avait deux catégories de Français. On avait les sujets français, qui étaient ceux qui étaient dans les colonies, et les citoyens français qui, eux, avaient droit à un certain nombre de prérogatives, telles que le droit de vote, à occuper certaines fonctions électives. Et les sujets français étaient donc régis par le code de l'indigénat. Voilà, parce que souvent on dit que c'était des nationaux. Comment? C'était des nationaux français, pas des citoyens. C'est ça? Non, non, c'était tous des Français. Oui, mais il y avait une distinction entre la nationalité et la citoyenneté. Au niveau des droits, c'est comme en Afrique du Sud. Ils sont tous sud-africains, mais avec l'apartheid, il y en a qui avaient des droits que d'autres Sud-Africains n'avaient pas. Exactement. Voilà, donc c'était exactement la même chose en Côte d'Ivoire. Il y avait un code de l'indigénat. Voilà, parce que souvent on dit ah, c'était des citoyens indigènes. Non, il n'y avait pas de citoyens indigènes. Il y avait des sujets et des citoyens. Et les sujets étaient régis par le code de l'indigénat, qui est un code qui date de 1881. Bon, voilà. Et donc, quand il y a eu l'indépendance, automatiquement, tous ceux qui étaient dans les colonies sont devenus, par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire, sont devenus ivoiriens. Il n'y a pas eu besoin de faire une formalité particulière. C'est ça d'ailleurs l'esprit de l'article 48.1. C'est vrai qu'on dit l'ivoirien majeur qui acquiert la nationalité étrangère, mais la réalité c'est l'ivoirien majeur qui veut devenir français perd sa nationalité ivoirienne. C'était ça l'esprit. Au Sénégal par exemple, cette disposition n'existe pas. Mais en Côte d'Ivoire, c'était ça. L'Ivoirien, on est devenu indépendant, on s'est battu pour être indépendant, on est indépendant, il n'y a pas question, on devienne encore français. Donc vous avez à choisir. Si vous êtes Ivoirien que vous ne voulez pas, restez Ivoirien, bon, alors restez français. Mais vous pouvez garder les deux. Donc c'était un peu l'esprit au Sénégal, par exemple, et l'esprit en Côte d'Ivoire. Donc à partir de là, ceux qui voulaient quand même rester français devaient donc engager une procédure dans ce sens-là pour devenir français et ils perdaient la nationalité ivoirienne. Voilà. Tout à fait. Alors, je voudrais avancer. Vous avez tout à l'heure fait allusion à une main cachée là derrière. On a entendu parler de justice aux ordres, on a entendu parler de décision de justice politique. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Est-ce que vous avez des éléments pour étayer cela? Ou c'est juste des mots parce que vous n'êtes pas d'accord, tout simplement? Non, déjà, parmi les premiers plaignants contre le président Thiam sur la liste électorale se trouvent deux personnes quand même qui occupent des postes importants au sein du RHDP. Monsieur Kokoran Zi, qui a porté la plainte, dont le nom figure pratiquement parmi les 2 ou 3 premiers sur la plainte, est le secrétaire national du RHDP en charge des militants de l'extérieur. Il réside aux États-Unis. Le second, M. Eloy Bolou, il est le chargé de communication du RHDP au niveau de la région de Bogué-Zaïbo. C'est censé prouver quoi, ça? Non, je ne suis pas en train de dire que c'est directement lié. Tout citoyen peut introduire un recours. Tout citoyen, effectivement. Et pardon de faire cette parenthèse, mais quand votre adversaire politique commet une erreur, on va pas lui faire le cadeau de ne pas l'exploiter. Non, je sais. Je veux dire que quand on a une décision déjà qui est, j'allais dire, qui est unique, une décision qui est inédite, qui n'a jamais été prise avant, qui contredit l'ensemble des procédures que les juges du contentieux ont fait avant, et que cette décision a été initiée quand même par des responsables RHDP, pardon de dire qu'il y a une petite logique quand même qui peut nous faire penser que c'est une décision qui est manipulée. Et l'intégrité du juge? L'intégrité du juge ne serait pas mise en cause si la décision était une décision qui était juridiquement acceptable. Quand vous avez d'autres juges du contentieux, donc ces juges du contentieux qui étaient avant, qui ont pris la décision en disant je ne suis pas compétent pour statuer sur cette nationalité, bien que ce soit une question de liste électorale, ils ne sont pas compétents. C'est quand cette juge-là prend cette décision, là elle devient compétente. Moi je pense qu'il faut quand même avoir une petite logique. Donc vous dites que la juge n'est pas intègre. Jacob Lyon? Ce sont des accusations qui sont quand même assez graves et c'est juste dû au fait que le PDCI n'a rien à vendre à ses militants. Le PDCI n'accepte pas
qu'il s'est trompé. Et je le dis, les contestations même dont il s'agit, mais elles sont également internes au PDCI. Je pense que il y a une dame quand même qui mène actuellement une fronde contre le PDCI et qui Madame Yapo a pratiquement les mêmes arguments. Elle a pratiquement les mêmes arguments. Et M. Kokora dont il parle, M. Eloy, mais ils sont fondés, ce sont des Ivoiriens. Et ce ne sont pas les seuls d'ailleurs. Je crois qu'il y a 6 ou 7 noms, mais vous les omettez volontairement. Mais ces deux-là, ils sont bel et bien fondés à faire radier le candidat du PDCI s'il n'a pas droit à être sur la liste électorale. Et je pense que là, on ne peut accuser le juge, alors que vous êtes pris pratiquement dans vos propres atermoiements, dans vos propres turpitudes. Il faut l'accepter pour une fois. Jean Bonin, cet angle d'attaque là sur la décision, est-ce qu'il vous paraît pertinent? Ben, je ne sais pas, je n'ai pas vu la décision de Lassale Timoko, donc je ne la connais pas, c'est difficile Non, mais de dire qu'on remet en question l'indépendance du juge parce qu'elle a pris sa décision. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est la bonne approche? Je ne sais, non, mais les partis politiques sont dans leur rôle. Moi, en tant que juriste, et surtout en tant qu'acteur de la société civile, je sais que M. Bédié a hérité de la justice ivoirienne de M. Oufoué. Gbagbo Laurent a hérité de la justice de M. Bédié et de M. Gueye. Et aujourd'hui, M. Ouattara hérite la justice qu'il a trouvée sous M. Gbagbo. Donc, il n'y a pas une justice d'un parti politique. Les juges qui sont là sont en fonction depuis 20 ans, 30 ans pour certains. Donc, en tant que juriste, je ne dirais pas que les juges est soumis à tel ou tel pouvoir. Maintenant, les partis politiques ont certainement des raisonnements ou des justifications ou un fondement à leur argumentaire que moi j'ai pas, mais en tant que juriste, je sais que chacun des présidents qui viendra, demain si M. Thiam est président, il héritera de cette même justice-là. Et donc c'est pas, on ne dira pas que c'est la justice de M. Thiam, il a hérité de cette justice-là. Mais en même temps, M. Figo, juste pour dire que je ne suis pas en train de dire que Madame la juge Aminata Touré est une juge qui n'est pas honnête, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement que quand on nous explique lequel des juges ou bien n'est pas compétent ou n'a pas fait son travail. Parce que j'ai dit, depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante, depuis qu'il y a eu des juges du contentieux en Côte d'Ivoire, les recours qui ont été posés sur la nationalité n'ont pas été pris de cette façon. Donc quand on nous explique comment ça se fait que plusieurs recours ont été pris avant et que le juge du contentieux jugeait uniquement sur l'évidence et que maintenant il s'agit d'aller rechercher les décrets de naturalisation de chacun pour dire que de telle période à telle période, la personne a perdu sa nationalité vu que l'article 83 demande à ce que ça soit fait par le procureur. Alors, si les choses... Oui, allez-y. Oui, je pense que sur ce plan-là, quand même, il faut que le PDCI aussi accepte aussi certaines vérités. Le président Tidjane Thiam et les militants du PDCI, je vais dire les cadres du PDCI qui se sont exprimés sur cette nationalité abondamment dans les journaux, sont ceux-là même qui ont permis ce qui arrive. Je pense qu'il y a eu plusieurs atermoiements sur le sujet. Et aujourd'hui, et autre chose qui encore montre que le PDCI n'a aucun argument, c'est le fait que jusqu'à présent, ils disent qu'il y a des recours, mais ils ne mènent aucun recours. Ils préfèrent prendre la rue le samedi. Selon eux-mêmes, ils préfèrent comment on appelle, Donc, les recours que le PDCI a déjà écrit à la Cour de justice de la CEDEAO pour contester cette décision et qu'un recours est en train d'être mis en place au niveau du Conseil d'État pour que cette décision soit cassée. Mais pourquoi vous ne restez pas derrière les institutions? Non, mais au-delà de ça, marcher, c'est les rues que vous voulez prendre. Les manifester, faire des meetings, c'est un droit constitutionnel. Je sais que vous n'êtes pas habitué à ce droit constitutionnel. Donc on est d'accord avec vous connaissez d'autres droits que non. Attendez, pourquoi le Conseil d'État là au milieu? Le Conseil de la Cour de cassation, pardon. La Cour de cassation. La Cour de cassation pour casser cette décision. D'accord. Mais en même temps, je termine. Il y a un petit détail quand même que nous avons omis à chaque fois quand nous parlons de ce sujet de nationalité du président Thiam. Le fait que j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave, mais moi j'ai une question pour vous. Si la Cour de cassation ne casse pas cette décision, donc les choses vont rester en l'état. Quelle est la situation pour le PDCI? Quel est le recours
en termes de candidature? Quel est ce qu'on appelle le plan B? Est-ce que vous vous y préparez? Est-ce que vous y réfléchissez? Non, nous n'avons pas du tout de plan B. Les plans B, comme le dit un proverbe français, le plan B appartient à deux personnes. Donc pas de plan B, pas de candidature, c'est les lâches et les perdants. Ce sont les lâches et les perdants qui choisissent toujours des plans B. Nous avons un plan A, c'est notre plan A qui va aller jusqu'au bout. Et nous sommes sûrs à 100% que ces recours-là vont aboutir. Maintenant, rappelons quand même Vous êtes sûr à 100%? Non, rappelons quand même, quand on parlait tout à l'heure de manipulation en termes quand quelqu'un fait une demande de nationalité, de certificat de nationalité, juste avant la décision ne concerne pas la période après 2025, après le 19 mars 2025, cette décision ne la concerne pas. Le président Thiam demande un certificat de nationalité et Madame la juge refuse à tout juge en Côte d'Ivoire de délivrer un certificat de nationalité au président Thiam. Quand vous voyez cette décision-là, elle repose sur quelle base juridique? Donc quand on a plusieurs suspicions comme ça, une personne, un juge prend des décisions qui ne reposent finalement sur aucune base juridique à chaque fois et que c'est de façon répétée, permettez-nous quand même de penser qu'il y a, comme je l'ai dit, une main noire qui se cache derrière. Bon, on va passer à un autre sujet qui est le débat sur la révision de la liste électorale et le fait que le PDCI, RDA, le FPI, le PPACI ont quitté la commission électorale indépendante. D'abord sur le climat autour de ce débat sur la liste électorale, qu'est-ce que vous pensez chacun de l'appel de M. Gbagbo à se mobiliser sous le slogan « Trop, c'est trop » et est-ce que vous craignez pour les futurs mots d'ordre? Est-ce que vous pensez que les futurs mots d'ordre risquent de se durcir? On commence par vous. Okay. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop de quoi? Trop d'écoles, trop de routes, trop d'universités, je ne sais pas. C'est un slogan flou que moi-même, bon, je l'ai lu, je ne l'ai pas compris pour le moment. Donc, on attend qu'ils éclaircissent ce slogan-là. Mais d'autres mots d'ordre vont arriver, Jean Bonin. C'est inquiétant ou pas? Tant que tout ça reste dans le cadre légal, ça ne devrait pas être inquiétant. Tant que tout ça reste dans le cadre légal, je sais que le PDCI n'a pas l'intention d'agir dans un cadre illégal. Tout comme je sais que le RHDP et avant lui le RDR a également utilisé la voie de la rue pour se faire entendre. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans les pays autour de nous, au Burkina Faso, au Sénégal, il y a eu des collectifs, il y en a marre, des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est dans cet esprit-là que l'opposition appelle à manifester, à contester. C'est un outil constitutionnel, c'est un outil démocratique. Donc, tant qu'il n'y a pas de débordement, tant qu'on reste dans le cadre de la loi, pour moi, ce n'est pas un problème. Vous êtes dans le trop, c'est trop? Oui, mais je pense que il y a un proverbe encore qui dit que les gens mettent ce qui est dans leur intention en projection sur les autres. Quand on dit trop, c'est trop, quand on dit mot d'ordre, pourquoi certaines personnes qui sont habituellement anti-républicaines dans notre pays pensent directement qu'il s'agit de mots d'ordre anti-républicains? Un mot d'ordre, ça peut être un mot d'ordre pour aller manifester. Un meeting, on fait des mots d'ordre pour des meetings. On fait des mots d'ordre. Un mot d'ordre, ça signifie donner une injonction à ses militants. Maintenant, quand on veut utiliser à chaque fois ce genre de mots, ça rappelle que quand même, il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ont pris quand même des armes pour revendiquer des mêmes causes. Des mêmes choses, exactement les mêmes choses. Exclusion sur la liste électorale, le fait d'empêcher un candidat d'être éligible. Des gens ont pris des armes, ont tué des gens pendant des dizaines d'années, sous prétexte simplement que il y avait une exclusion en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on a la même chose. On a des gens qui disent, nous sommes républicains, nous voulons manifester. Normalement, la force légale doit venir encadrer ces manifestations. Et puis c'est tout. Maintenant, pour la révision de la liste électorale, parce que vous avez commencé un peu par ça. La révision de la liste électorale, pour nous, ce n'est pas une exigence de l'opposition. Parce que quand on le dit comme ça, c'est comme si c'est l'opposition qui fait un caprice en demandant une révision de la liste électorale. Pas du tout. C'est la loi, c'est le code électoral qui dit que la révision de la liste électorale se tient annuellement. Il y a même eu un protocole d'accord avec la CEI qui stipule encore que dans les années électorales, cette révision-là sera faite. Quand on dit dans les années électorales, bien entendu, c'est pour participer aux élections. Je ne vois aucune logique qui peut demander de faire une révision de liste électorale en année électorale
électorale pour la faire après l'élection. Donc je pense qu'on est un peu chez les fous, excusez-moi du terme. Oui, je veux bien parler de cette révision de la liste électorale. Je pense que, encore une fois, il y a beaucoup de malhonnêteté. Est-ce que le PDCI peut expliquer pour quelles raisons les majeurs, qui étaient considérés comme les futurs majeurs, ont été enrôlés en 2024? Parce que cette année, il se trouvait que c'était trop short pour faire une révision de la liste électorale. Ils ont accepté le principe. Et ceux qui avaient 17 ans ont été enrôlés. Parce que cette année, ils auraient 18 ans. Ça a été fait. Et encore une fois, ce n'est pas le RAGP. Nous, on est très à l'aise. Hein. Ce n'est pas nous qui organisons la révision de la liste électorale. La CEI a promis de le faire cette année. Comme il est dit dans la loi, nous on suit la CEI, on respecte cette institution-là. Et peut-être qu'ils disent qu'ils n'ont pas matériellement le temps de faire la révision de la liste électorale maintenant, puisque les listes même viennent d'être affichées. À quel moment ils pourront faire une révision de la liste électorale sans reporter les élections? C'est la question qu'ils ont posée aux partis politiques. Mais ce calendrier-là dont il parle, il est quand même connu depuis à peu près le milieu de l'année 2024. Oui, mais... Et quand le processus de révision a été lancé à la fin de l'année 2024, en octobre-novembre, on sait très bien que c'est un processus et que c'était cette liste-là qui allait servir à l'élection présidentielle. Tout le monde était au courant de ça, puisque ce calendrier sort de la CEI et que vous y êtes. Oui, ce calendrier sort de la CEI, mais en même temps, rappelons qu'en 2020, on a eu une révision de la liste électorale en juin. Donc, oui, il est possible de tenir une révision de liste électorale entre juin et octobre. Ce n'est pas quelque chose de... En 2020, l'élection a eu aussi lieu en octobre. On a quand même tenu ce délai-là. Je rappelle qu'il y a 27,9 milliards qui sont décaissés par l'État de Côte d'Ivoire pour une révision de la liste électorale sur le budget 2025. Pas sur le 2026 ni sur le 2024. Et en plus, à cette période-là, est-ce que les partis politiques avaient fait ce travail sur cette liste pour se rendre compte que pratiquement 70% de la liste ne respecte pas le code électoral? 70% de la liste, M. Philippe, mais ne respecte vous pas avez le code trouvé, électoral. Je reprends ça, vous avez trouvé, enfin vous, je veux dire l'opposition en général, hein, parce que PPACI, FPI a beaucoup travaillé, mais on dit que vous avez trouvé des millions d'erreurs sur la liste. On a entendu 3 millions, 6 millions, mais pourquoi il n'y a eu que 11 500 recours? Non, mais la CEI a refusé. Moi, je me demande, non. Les recours, c'est les gens qui viennent et qui déposent une demande. Oui, mais je vous explique que la CEI a refusé les recours globaux qui ont été faits par les partis politiques. La globaux, CEI, ça veut dire quoi? Là, par exemple, le FPI, le PDCI ont fait un document avec toutes les irrégularités sur la liste électorale, sur les individus. La CEI a refusé, par exemple, certains documents en disant qu'il faut que chaque individu, on aille déposer dans son centre d'enrôlement. Mais ça prendrait un temps fou d'aller déposer chaque recours dans chaque centre d'enrôlement. C'est ça Alors que la CEI... Non, mais c'est ça la procédure. Non, c'est ça la procédure. La CEI a donc convoqué vous voulez les faire partis... hors procédure et vous voulez qu'on accepte les hors procédures? La CEI a convoqué les partis politiques au siège de la CEI. Leur a remis la liste électorale en leur disant ceci: allez travailler sur la liste électorale et faites vos recours. Les partis politiques convoquent la CEI dans la même salle où ils ont reçu le document par souci de procédure pour dire on veut vous donner les recours que nous avons faits et vous refusez. Je pense que quand même, à la fin, on ne peut pas dire qu'il y a eu 15 000. Monsieur Lia Ferdinand est allé dans un centre, c'est le vice-président du FPI. Il a même fait une vidéo. Il est allé dans un centre déposer un recours. On lui dit non, on ne peut pas déposer plusieurs recours ensemble. Il faut que vous allez chez chaque individu pour aller déposer le recours dans son centre quand même. Et puis, je pense que les partis sont plus sérieux que ça. Mon problème est... Excusez-moi, M. Bonnet. En fait, oui. Bon, alors, la question des recours, c'est que le recours, il est individuel. Voilà, on ne peut pas faire, parce qu'il s'agit de l'état des personnes, donc on ne peut pas faire un recours collectif. Et je pense que c'est la procédure qui est là. Il appartient aux partis politiques, donc dans le cadre de l'amélioration des prérogatives de la CEI, de proposer un certain nombre de modifications pour donner un peu plus d'autonomie et de pouvoir à la CEI d'agir, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et pour ce qui concerne la révision de la liste électorale,
Bon, j'entends souvent dire que on va à une élection et donc il faut faire la révision de la liste électorale. Mais c'est pas ce que dit le code électoral. Le code électoral dit la révision de la liste est faite pour intégrer les mutations intervenues dans le corps social. Annuellement. Chaque année. Voilà ce que ça dit. Donc c'est pas lié à... Donc même quand une année... C'est pas lié au scrutin. Donc même une année, quand il n'y a pas d'élection, normalement on doit le faire. Oui. Voilà, donc c'est pas lié à... Mais j'ai une question pour vous. Néanmoins, est-ce qu'il y a de votre point de vue des problèmes à régler sur tous ces éléments du processus électoral? Et si oui, lesquels? Notamment, il y a une circulaire de 2009 qui est encore applicable aujourd'hui et qui, je dirais, qui fait que la liste électorale est truffée d'irrégularités. Quand vous prenez cette circulaire de 2009, et je suis étonné que les partis politiques n'aient pas demandé son abrogation et, ou sa modification. Cette circulaire, par exemple, dit que les agents recenseurs sont tenus de reprendre fidèlement, c'est le mot qui est écrit, les mentions portées sur les documents qui leur sont présentés, fidèlement. Donc ils n'ont même pas le droit, quand il y a une erreur manifeste, grossière, de corriger cela. Cette circulaire qui a été faite dans une période de sortie de crise, c'est en 2009, alors qu'aujourd'hui on n'est plus dans la sortie de crise, elle est toujours d'application. Cette circulaire dit, celui qui est né, dont on ne connaît pas la date de naissance des parents, il faut marquer 1850. 1er janvier 1850 comme date de naissance. Évidemment, si vous marquez 1er janvier 1850, vous aurez des milliers de centenaires. Gravement centenaire, mais... Oui. Donc, voilà. Donc cette circulaire-là n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, quand on prenait cette circulaire, l'état civil avait brûlé au nord. Il n'y avait pas d'état civil. Dans certains centres, tout avait été consumé. Jacobillon, et elle est toujours appliquée aujourd'hui. J'ai une question. Je veux rebondir sur ce que M. Jabodedou, vous voyez, cette liste électorale, donc les premiers éléments ont été constitués en 2009. Le président Ouattara n'était pas encore au pouvoir. Ils le savent. Donc toutes ces irrégularités sur la liste électorale sont sûres de tout le monde. Mais ils ne prennent pas leurs dispositions pour le rectifier. Et comme nous sommes en année électorale, mais surtout, je pense que c'est que le PDCI a derrière la tête, ils étaient certains que le problème actuel du président Thiam se serait posé. Et ils auraient voulu une révision de la liste électorale avant les élections pour pouvoir l'intégrer. Puisqu'aujourd'hui, on a dit qu'il n'a pas perdu la nationalité. Il peut être sur la liste électorale. Mais ils veulent une révision avant les élections. Néanmoins, je veux vous poser une question, Jacobillon. C'est-à-dire que même si vous estimez avoir juridiquement raison, est-ce qu'il ne serait pas bon de la part du pouvoir, de la majorité, de lâcher un peu de lest vis-à-vis de certaines demandes de l'opposition pour permettre de faire retomber un peu la tension? En faisant quoi? Mais par exemple, en trouvant une solution technique pour faire une révision de la Constitution, de la liste électorale, en essayant peut-être de... M. Blé-Goudet a proposé de faire non pas un grand acte politique, mais de se réunir autour du président de la commission électorale pour voir ensemble quels sont les problèmes qu'on peut résoudre. Peut-être pour favoriser une loi d'amnistie au Parlement, qui le sait. Tout à fait. Ça peut être des décisions qui sont politiquement justes et juridiquement justes aussi. Nous, au RHGP, on dit qu'on est preneur. Mais encore une fois, ce n'est pas le RHGP qui fait la révision de la liste électorale, c'est la CEI. Si on vous dit que si la CEI vient dire, nous allons aller faire la liste électorale. Nous, on est assez confiants en ce qu'on fait. Et ils répètent plusieurs fois, comme vous n'êtes pas républicain, le RHGP, d'abord le RDR, a perdu des milliers de militants lors des crises passées. Et nous on fait en sorte que ça ne se répète pas. Voici pourquoi il a été demandé au président, au porte-parole du PDCI, encore, ça me fait rigoler même, au porte-parole du PDCI, lorsque vous lancez une manifestation, de vous rapprocher des autorités. Mais on a vu ce qui s'est passé lorsqu'il a été demandé de se présenter à la préfecture de police. Mais parce que vous lancez un appel à manifester.
on vous demande, on vous dit que ça doit être encadré. Mais c'est pratiquement la peur au ventre qu'il s'est finalement présenté, c'est le DGPN pour s'entendre donner des conseils, pour lancer un appel à manifester. Il faut que ce soit encadré, ça c'est la moindre des choses. Manifester, c'est un droit constitutionnel qu'on respecte, mais il faut que cela soit encadré. Et donc, nous, on dit qu'il faut respecter la loi. C'est tout ce qu'on leur demande. Justement, moi j'ai une dernière question pour vous, parce qu'on arrive au bout du temps, mais bon, on voit une opposition qui quitte la CEI, la commission électorale indépendante, qui claque la porte, qui la critique, qui critique une décision de justice. On entend un président de votre parti qui dit des choses un peu bizarres concernant la loi la loi sur la nationalité, en disant personne ne la connaît, cet article 48, tout le monde s'en fout. Je veux dire, à un moment donné, quand on veut diriger un pays, il faut quand même un peu respecter les institutions et les lois, non ? Déjà, quand vous dites que ce qu'il a dit est bizarre, vous trouvez normal, vous, qu'on délivre un passeport à quelqu'un qui est frappé de... Donc ceux qui lui ont délivré le passeport, ils ne sont pas censés connaître l'article 48. La binationalité de Thiam est connue, je l'ai dit, c'est de notre... Donc vous ne trouvez pas que c'était un mot un peu malheureux de sa part ? Je trouve qu'en fait, il faut pouvoir comprendre le contexte de chaque mot. On peut tout justifier, mais... Je sais, mais je veux dire quand même, on délivre un certificat de nationalité, un passeport à quelqu'un. Et finalement, quelques temps après, juste à cause d'une élection, on vient se rendre compte que tout ça c'était juste une erreur de l'administration. C'est trop facile, M. Philippe. Mais pour revenir sur la CEI rapidement, soyons quand même un peu sérieux. Est-ce que vous pouvez penser que dans un pays développé, on peut avoir une commission électorale qui a par exemple plus de 630 commissions électorales locales, plus de 630. Un seul parti politique, un représentant d'un parti politique en préside près de 606. Est-ce que dans une démocratie normale, ça va être accepté? La commission électorale ivoirienne, après plus de 626 commissions électorales locales, le RHDP en préside environ 606, plus de 70 à 80%. Mais moi, j'ai participé à des élections. Quand je dis j'ai participé, c'est-à-dire que j'étais au four et au moulin, en bas de l'élection. Je sais quelle est l'incidence, l'importance d'un président de commission électorale locale sur l'issue de l'élection. Mais à la fin, quand on demande à ce qu'il y ait une réorganisation de la CEI, c'est un peu pour tout ça. Parce que nous étions à la CEI, en fait, pour justifier quelque chose qui n'était pas justifiable. Le RHDP est majoritaire à la CEI, c'est elle qui prend les décisions. Le RHDP fait un peu sa loi dans cette commission électorale indépendante-là. Maintenant, pour terminer sur ce que vous venez de dire concernant le président Thiam et la façon dont il a été enlevé de la liste électorale. Moi, je voudrais simplement qu'on puisse regarder droit à cette caméra. La démocratie, la démocratie, c'est le fait de laisser chacun voter la personne qu'il pense être l'avenir pour lui. Si ce parti politique qu'est le RHDP était légèrement démocratique, il allait aider à ce qu'il y ait une représentativité de toutes les couches de la population et que chacun puisse voter celui qu'il pense qu'il peut développer ce pays. Mais quand on voit sur ce plateau, tout à l'heure il a fait un aveu qui est assez parlant. Il est content déjà que le président Thiam ne soit pas inscrit et qu'il n'y ait pas de révision de liste électorale pour qu'il s'inscrive sur la liste électorale. C'est pas ce qu'il a dit. Non, déjà il vient de dire tout à l'heure que s'il y avait une révision de 2025, le président Thiam serait candidat. Ça c'est évident. S'il y a une révision de liste électorale en 2025 avant l'élection, le président Thiam sera sur la liste et il sera candidat. Le RHDP ne soutient pas cela parce que certainement le type de représentativité que le président Thiam a ne les arrange pas forcément pour l'élection. Je vous remercie, on est au bout du temps. Dernier mot pour Jean Boinin-Kouadio. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour faire baisser un peu cette tension? Est-ce qu'on va s'en sortir, j'allais dire, au bénéfice de tous? En tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère que les uns et les autres auront tiré les conséquences des crises passées et prendront les décisions qui épargneront la Côte d'Ivoire d'une énième crise. Il faut que nos hommes politiques, à un moment donné, pensent à l'intérêt général. C'est important de penser à l'intérêt général. Or, malheureusement, les partis politiques pensent tout le temps à leur intérêt partisan. Je prends un exemple. Tout à l'heure, il a parlé de la représentativité au sein des CEI locales. Mais il y a eu des élections. Les représentants des CEI locaux n'ont pas été nommés. Ils ont été élus. Et à cette époque-là, le PDCI était avec le RDR, dans le RHDP.
Je me rappelle, puisqu'à l'époque, j'étais au FPI. Et nous, déjà, on se plaignait pour dire, mais il y a une surreprésentation du RHDP dont était membre le PDCI. Et Ah si. Il n'y avait pas un parti politique en ce moment appelé le RHDP. Ah, si, C'était une alliance, mais il n'y avait pas un parti formé. Non, quand je dis parti politique... Voilà, juste pour que les gens comprennent qu'il n'y avait pas un parti appelé RHDP. Donc, là, le groupement RHDP, voilà, si vous voulez, qui est représenté donc, à la commission électorale indépendante. Donc, le PDCI a voté comme le RDR. Exactement. Avec les autres partis qui étaient membres, dont l'UDPCI, etc. Ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Une fois que le PDCI n'est plus dans ce gouvernement, évidemment, il rejoint les récriminations de l'opposition. C'est pour ça que je reviens sur la question de l'intérêt général. Il faut qu'on ait toujours en ligne de mire l'intérêt général. Parce qu'à un moment donné, les intérêts particuliers peuvent vous jouer des mauvais tours. Et c'est ce qui joue aujourd'hui des tours à l'opposition. Vous prenez le RHDP, qui est un groupement politique qui date de 2005 et qui a fait donc cavalier avec le RDR jusqu'en 2018. Et jusqu'en 2018, ils étaient favorables à tout ce qui se faisait et que l'opposition critiquait. Aujourd'hui, dans l'opposition, le PDCI embauche la même trompette que l'opposition. Demain, cette même opposition, si elle se retrouve avec le RHDP, donc on est dans un rodéo politique en Côte d'Ivoire qui dure depuis 30 ans. Qui dure depuis 30 ans. Merci. Qui fait qu'au gré des alliances, on arrive Merci Jean Bonin, merci messieurs, merci d'avoir participé à ce débat qui me paraît d'excellente tenue et profond en termes d'argumentation. On remettra ça évidemment parce qu'on ne fait que commencer dans cette campagne. Merci beaucoup, merci de votre attention, à la prochaine fois.